Le sexe, c'est pas propre, enfin, je veux dire, tu transpires. Il y a faire l'amour et baiser. Il y a une vraie addiction à la pornographie. Il y a un tabou aussi qui est assez important sur la durée du rapport sexuel. Et alors la taille, ça compte ? Aujourd'hui, on va parler sexualité. Pour ça, on reçoit Amal Tahir, qui est sexologue. Donc je m'appelle Amal Tahir, donc j'ai créé un compte Instagram qui parle de sexualité, de relations amoureuses. En fait, j'invite les personnes qui me suivent à remettre en question leurs relations amoureuses et leurs relations sexuelles. Donc en gros, je prends la sexualité qu'il y a dans notre société et je me pose des questions par rapport à ça. J'ai développé une énorme passion pour ça, donc j'ai fait des études de sexologie clinique et donc je suis sexologue. On a invité Maxime et Karine à poser leurs questions sans tabou à Amal. Alors on va parler amour, orgasme ou encore pornographie. Bonne vidéo. Est-ce que le rapport des jeunes et l'entrée de la sexualité des jeunes est souvent liée à la pornographie ? Quel est ton rapport à toi, à la pornographie, à son usage ? Et est-ce que tu considères que ça doit être évoqué vraiment dans les cours d'éducation sexuelle sur la mise en contexte ? La pornographie, de base, les impacts que ça a, c'est très 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 néfaste pour nous. Pourquoi ? Image corporelle, donc ça veut dire que tu as une image corporelle qui est vraiment touchée par ce que tu vois dans les films pornographiques. Ça veut dire que tu vois des femmes épilées parfaitement, des hommes avec des zizis qui font 14 000 km, les rapports durent 3 heures, enfin, il y a des choses qui ne ressemblent pas à la vraie vie. Mais c'est comme les films, genre l'amour, comment c'est représenté dans la glamourisation de la toxicité en couple, comme dans les magazines. Donc c'est encore un reflet de ce qui n'est pas vrai dans la vraie vie. Donc ça, oui, totalement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que il y a des plateformes qui deviennent de plus en plus éthiques, donc c'est plutôt avec des sons ou des personnes correctement payées dans des conditions de travail correctes. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que l'âge 25-35, c'est quand même des personnes qui ont grandi dans ça. Donc c'est aussi difficile de s'en défaire parce qu'il y a une vraie addiction à la pornographie. Bon, ça c'est une référence, mais j'avais vu un homme du coup qui parlait de son arrêt de la pornographie et il a dit quelque chose de très marquant, c'est qu'il a dit maintenant dans la rue, je vois des filles, je les trouve belles, genre physiquement, leur corps, ils me choquent plus, alors qu'avec le porno, je me disais mais non, elle est pas assez parfaite, etc. Finalement, c'est ce qui se passe avec les magazines, les films, les défilés de mode, enfin tout ce manque de représentation des corps, on le retrouve aussi dans le porno, il n'y échappe pas quoi. Non, et puis même pour rester un petit peu sur le porno et l'industrie du porno et les conséquences que ça peut avoir, je pense qu'il y a un tabou aussi qui est assez important sur la durée du rapport sexuel. Exact. Et ça, je pense que c'est vachement engrainé aussi par cette industrie du porno. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a une durée moyenne d'un rapport sexuel ? Et surtout, est-ce que ça joue sur le plaisir des deux partenaires, en fait, la durée ? Alors, je suis totalement d'accord avec toi. En effet, dans les pornos, on voit des durées... 1 heure de rapport sexuel et surtout, il y a une chronologie qui est bien ancrée dans les esprits. Préliminaire, pénétration, éjaculation, fin du rapport. Donc ça, c'est vraiment le schéma habituel des pornos. Maintenant, moi, ce que j'en pense, c'est que non, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que parfois, tu vas t'envoyer en l'air 5 minutes, ça va être incroyable, et parfois 45 minutes, t'as pas spécialement apprécié le rapport. Ce que je pense, c'est que il y a déjà ce qu'on appelle l'angoisse de performance, donc qui est quelque chose qui va toucher plutôt les hommes, et pour les femmes, ça va être le vagabondage d'esprit. Mais pour les hommes, notamment l'angoisse de performance, c'est ça qui va faire stresser, parce que en fait, les mecs grandissent avec ce truc de la durée. Je tiens 1 heure, je tiens 2 heures. Il y a pas de je tiens. T'es pas à une corde en train de faire du sport. C'est vraiment un échange qui se passe. Donc non, je pense pas que ça. La qualité du rapport, pour moi, elle est définie par le consentement, le bien-être sexuel dont on parle pas assez, le self-care sexuel, l'écoute, la communication et le fait de venir se régler, en fait, se ajuster à son partenaire. Donc, bien sûr, imaginons que tu es en pénétration et que le mec éjacule, c'est pas la fin du rapport. Enfin, je veux dire, il y a des personnes, en effet, il y a une phase rétractaire qui fait que on n'arrive plus à avoir une érection, mais par contre, il y a toujours moyen de continuer autrement. Et ça, dans les pornos, on le voit pas, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation. Ça peut très bien être pénétration, préliminaire, orgasme, etc. J'ai vu beaucoup de filles en parler sur TikTok et franchement, ça m'a fait hyper rire parce que c'est vrai, c'est véridique, en tout cas pour ma part. Comment t'expliques que beaucoup de femmes hétéros, quand elles vont regarder je sais pas, des vidéos porno, en fait, elles vont plutôt regarder la femme et pas l'homme. Ou en fait, elles sont beaucoup plus excitées justement par la femme, mais pas par l'homme.
En fait, oui, je vois très bien des TikTok dans lesquels tu parles. En plus, j'en avais fait un qui je disais les hommes qui disent je suis jaloux, tu regardes des mecs. Je regarde pas du tout des mecs. Je vois grave de quoi tu parles. Je vois grave. Mais en fait, je pense que les femmes regardent les femmes parce que le plaisir clitoridien est plus mis en avant. C'est-à-dire que tu peux plus. Quand tu regardes un porno hétéro, c'est à peine si tu vois le clitoris 30 secondes, tu vois, c'est vraiment très concentré sur la fellation, etc. Les pornos sont extrêmement misogynes, je trouve. Donc voilà, il y a vraiment. Et du coup, je pense que les femmes vont plutôt vers des pornos lesbiens parce qu'elles ont l'impression que c'est peut-être moins violent pour elles. N'oublions pas les agressions sexuelles, etc. Donc c'est peut-être aussi. C'est pas, elles ont du mal à regarder du coup ces rapports qui sont assez violents, etc. Ce que je comprends. Et du coup, je pense que elles vont plus se reconnaître dans un porno lesbien où vraiment on voit le clitoris, il y a des cunis, les doigts, enfin on va tout exploiter du vagin. Et du coup, ça leur permet de plus se sentir à l'aise en regardant ça, je pense. Mais du coup, quel conseil tu donnerais à des femmes en fait qui n'arrivent pas à avoir d'orgasme? Et concrètement, qu'est-ce que c'est et sous quelle forme il arrive? Parce qu'il me semble qu'il arrive différemment. Enfin, chaque femme est différente. Bien sûr. Alors ça, du coup, c'est le grand débat, un peu l'orgasme clitoridien, vaginal, etc. Alors moi déjà, j'ai beaucoup de mal avec le fait de catégoriser autant les orgasmes féminins. Genre, il y a 14 000 trucs et tu dois trouver le truc qui, toi, est plus. Pourquoi je suis pas spécialement pour? Parce que on n'écoute plus notre corps en fait, c'est-à-dire que alors on dit que le vagin ne sert à rien, que c'est que le clitoris, ben voilà, on désexualise encore le vagin. Non, le vagin c'est hyper sexuel, il y a quand même toutes les parois vaginales qui rentrent en jeu lors des rapports, donc je pense que les femmes qui n'ont pas d'orgasme, c'est l'impact aussi de la société, comme je le dis souvent, mais parce que c'est vraiment le miroir en fait. Et je pense que les conseils qu'on peut donner à ces femmes, c'est de reprendre le contrôle de leur corps, de bien comprendre que tu prends ton orgasme et de s'affirmer. Donc c'est ce que je dis, c'est un peu le fait de s'imposer dans le rapport. Il y a un terme qui est faire l'amour. Mais aujourd'hui, je trouve que faire l'amour, ça veut tout et rien dire en fait. Ouais. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est quoi? Coucher avec une personne, c'est quoi? C'est à l'étape des préliminaires, c'est avant, c'est après, c'est pénétration. Enfin, il y a de la question du rapport lesbien aussi. Est-ce que pour vous, c'est quoi faire l'amour en fait? C'est à partir de quand ou... Karine? Ouais. Non, mais je pense que c'est une vraie question qui est sujette à débat en plus. Bah, en fait, il y a faire l'amour et baiser, clairement. Ouais. Okay. Pour moi, faire l'amour, genre, il y a vraiment genre l'intimité, la passion. Enfin, c'est plus, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est plus un partage, voilà, quelque chose comme ça. Oui, voilà, sentimental, okay. Exactement, ouais. Est-ce que ça doit être plus doux que baiser? Bah, moi, je trouve, en tout cas. Ok. Ouais, puis même au-delà de l'aspect sentimental, je parle plutôt d'un aspect presque technique. Est-ce que tu fais l'amour quand il y a pénétration ou est-ce que tu commences à faire l'amour quand c'est des préliminaires, par exemple? Ouais, dès les préliminaires. Ouais, pareil. Ouais, je pense que c'est déjà très intime, quoi. C'est déjà un moment qui est très intime. Mais par contre, je pense, je pense que faire l'amour et baiser, ça peut être la même chose, en fait. C'est simple. Enfin, tu peux très bien être hyper doux, sensuel et tout avec quelqu'un avec qui t'es genre en plan cul ou que tu viens de rencontrer. Parce que je pense que c'est vraiment les deux... C'est vraiment hasardeux, c'est les matchings des personnes et dans le même mood. Je pense pas que, pour moi, se dire que baiser, du coup, ça doit être plus violent, plus machin, ça rend un peu la femme encore un petit peu dans l'objet, dans comme je ne t'aime pas, je te déglingue, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Alors que non, enfin, du coup, si t'aimes, et moi, je trouve que c'est un énorme enfin, ça, c'est un autre débat, mais je trouve que c'est un énorme problème. Le manque de... Les hommes souvent pensent que comme ils sont amoureux, ils peuvent pas sexualiser. Enfin, ça dépend qui, comment, pourquoi, mais j'ai l'impression que parfois il y a un manque d'hypersexualisation quand on aime quelqu'un au contraire. Après, voilà, je pense que non, c'est pas... tu gardes les mêmes bases, que tu aimes la personne ou pas, consentement, respect de l'autre, respect de ses limites, respect de ce qu'elle veut pas, ce qu'il veut pas, ce qu'il veut. Ça, c'est hyper important. Mais je pense qu'on doit pas relier le couple à la douceur. Parce que du coup, y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur sexualité en couple parce qu'ils ont l'impression que du coup, comme on s'aime, on se respecte. Enfin, déjà, la notion de respect dans la sexualité, moi, je comprends pas. Enfin, respect, consentement, machin, oui. Mais respect dans le sens, je te respecte, donc, voilà. Je vois pas trop, enfin, je vois le rapport mais quand je me mets en mode sexologue, non, je vois pas le rapport parce que tu ne respectes pas moins quelqu'un parce que tu couches avec de manière intense, deep, un peu baiser, genre, tu vois.
Mais pour revenir sur tout l'aspect communication, par exemple, admettons que tu es avec ton partenaire et en fait, tu as envie de tester de nouvelles choses. Certes, donc tu vas lui expliquer, mais lui, en fait, n'est pas réceptif. Comment est-ce que tu fais dans ce cas-là? Genre, si il ou elle n'accepte pas, comment est-ce que tu évites tout ce qui est frustration? Par exemple, quel type de choses? Enfin, tu veux dire dans quel sens? Genre des... je sais pas, moi, de nouvelles pratiques. Par exemple, je sais pas, les sextoys ou... Ok. Peu importe. Je pense qu'à ce moment-là, tu n'as pas le contrôle parce que c'est l'autre, tu ne peux pas lui imposer. Tu ne peux pas lui imposer quelque chose qu'il ne veut pas, mais c'est de savoir pourquoi la personne ne veut pas. Déjà, pourquoi elle est limitée face à ça. Peut-être qu'elle a des croyances par rapport à ça alors qu'elles ne sont pas vraies. Peut-être qu'elle est tombée un peu dans les trucs de la société, genre on dit que, et puis on ne sait pas qui a dit ça, mais voilà. Et du coup, il y a ce côté-là un peu déjà à voir. Mais après, je pense qu'on ne peut pas en effet forcer quelqu'un à se dire « bon, moi, je veux vraiment essayer ». Après, est-ce que l'autre estime que c'est ta sexualité, donc tu as le droit de l'explorer avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tout ça, c'est des conditions de couple, je pense. Mais sinon, on est trop dans une société de surconsommation du sexe. On veut tout essayer, mais on sait rien faire bien et en étant ancré. Tu vois, genre, tout le monde parle de essayer. Mais est-ce que déjà t'es bien dans la base? Tu vois, genre déjà c'est important, genre on va où là? Enfin, on se perd dans tous les sens alors que déjà c'est ancré dans les premiers pas, dans les premières choses, c'est déjà très important. Et ça, c'est aussi l'hypersexualisation de ces dernières années qui fait que BDSM, sextoy, machin, ok, c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut, mais la base déjà, est-ce que t'es à l'aise, est-ce que t'arrives déjà, tu te masturbes seul, est-ce que t'arrives à te masturber, est-ce que t'as dédiabolisé, ça se dit, je sais pas, dédiabolisé, ok, dédiabolisé la masturbation, est-ce que t'es à l'aise avec plein de choses, et puis on va voir directement dans cette société en mode, oui mais si je veux tester un plan 3, oui mais si je veux tester ça, bien sûr, mais est-ce que déjà t'as revu les bases, tu vois, c'est comme si t'allais au collège alors que t'as pas fait d'école avant, tu vois. Non, et puis même, je trouve qu'il y a un truc que ça soulève dans ta question. Je pense que si une personne refuse, entre guillemets, d'effectuer un rapport, il y a un truc qui peut être hyper intéressant et ça rejoint peut-être le pourquoi, mais des fois, ça peut être un espèce de traumatisme qui a été vécu et à ce moment-là, c'est hyper intéressant, je pense, d'en discuter un petit peu en profondeur parce que ça peut te permettre de mieux connaître ton partenaire et à lui ou à elle de s'exprimer sur des sujets qui ont pu être un peu plus durs pour lui ou pour elle. Totalement. Quand on prend la sexualité de quelqu'un, je rebondis sur ce que tu dis, quand on prend la sexualité de quelqu'un, on prend aussi parfois les côtés traumatiques, difficiles. On sait tous qu'il y a des choses vraiment traumatisantes qui se passent dans la sexualité. Donc, il y a aussi ce côté où on accueille et même l'autre côté de la sexualité. Et il faut être capable d'en parler et de soutenir la personne, même si c'est un plan cul. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais il y a vraiment cette... on rend les plans cul tellement objets, tu vois, ça me rend ouf quand j'entends ça. Non mais moi je dors pas avec mon plan cul, je regarde pas de film, je échange pas avec. Mais les femmes tombent pas amoureuses en 30 secondes. Enfin, il y a toujours cette peur, soi-disant, de l'homme que la femme tombe amoureuse. Au pire, personne t'oblige à sortir avec. De un, t'es libre. Et de deux, je pense qu'il faut quand même cultiver la sexualité, peu importe la relation, même si c'est un plan cul. T'as quand même envie de passer un bon moment. Et pour cela, il faut communiquer avec la personne, quoi. À propos de ces pratiques qu'on peut vouloir tester, mais qui sont peut-être, alors pas forcément la base, le rapport de base, mais qui peuvent susciter des questionnements, des interrogations, des refus. Il y en a un qui est la stimulation de la prostate chez les hommes, dans des couples hétérosexuels où c'est moins habituel que des couples homosexuels. Selon toi, Amal, est-ce que c'est un symbole d'une virilité un peu abusive que de refuser? Est-ce que comment tu fais pour ouvrir le débat et aller vers des pratiques comme ça? Je pense que si un mec voulait me mettre un truc dans mon anus et que je voudrais pas et qu'il me dit que ça manque de féminité, je serais fâchée. Donc je pense que, pareil, je pense que c'est pas un truc de virilité. C'est que il faut bien comprendre que les femmes et les hommes ne grandissent pas dans la même vibe sexuelle. C'est-à-dire que il y a tellement de choses en fait qui se passent durant l'adolescence, durant tout ça, qui font que bien sûr, oui, il y a plein d'hommes qui sont réticents, mais je pense pas que ça veut dire quoi que ce soit. La personne peut très bien être en train d'évoluer sur plein de choses, et peut-être que à un moment donné, elle va enlever le stéréotype que tout le monde a, la prostate, c'est pour les personnes homosexuelles, machin, mais peut-être que pour le moment, elle n'est pas encore prête en fait à le faire. Donc non, de un, je pense que ça veut rien dire, à part que la personne a vécu sur la planète Terre et que du coup, elle a été, comme beaucoup de personnes à ce moment-là, elle a eu des réticences vis-à-vis de ça, ou elle a cru que c'était une pratique dédiée à une certaine orientation sexuelle qui n'est peut-être pas la sienne, donc elle a
peur de que quelqu'un lui dise oui, du coup, toi, t'es gay, machin, etc. Enfin, on connaît l'homophobie, etc. Donc voilà, je pense que d'un côté, c'est normal, ce n'est que une conséquence de tous ces comportements problématiques tels que l'homophobie, tels que la stigmatisation de certaines sexualités. Mais je pense qu'en effet, tout le monde a le droit de refuser, et j'en parle souvent, le consentement, c'est hyper important dans le couple, mais aussi pour les hommes, en fait, parce qu'on a l'impression... Dans nos têtes, on part du principe que les hommes, c'est genre, ils veulent que coucher tout le temps et ils veulent tout faire tout le temps et ils peuvent rien dire, enfin, pas dire non. Je pense que c'est quand même important de se dire que c'est important dans un couple hétérosexuel en tant que femme de laisser cette marge de manœuvre à son partenaire et lui faire sentir qu'il est en sécurité dans cette relation, en tout cas, et de lui dire, en fait, ici, t'es à l'aise de t'exprimer, donc si t'es mal à l'aise par rapport à une pratique, dis-le. Si t'as pas envie de faire quelque chose, ça ne prouve rien sur le fait que tu sois un homme, tu vois. Genre, je pense que c'est important, ouais. Ouais, et puis à l'inverse, si justement c'est un truc dont il a envie ou c'est pas forcément facile d'en Exact. parler non plus, Exact. encore une fois, par le produit de sa société, Totalement. justement, effectivement, Exact. ouvrir le dialogue à ce sujet-là, ça Exact. peut être intéressant aussi. Exactement, de lui faire savoir que tu ne vas pas remettre en question à sa place sa sexualité, il n'y a que lui qui peut le faire déjà. Définir sa sexualité, je pense que c'est personnel, mais que tu vas pas le juger s'il en a envie, par exemple. Il y a un espèce de mythe, ou pas d'ailleurs, tu pourras nous le dire, sur l'orgasme vaginal. Est-ce qu'en fait, on peut vraiment parler d'orgasme vaginal dans la mesure où en fait, ça reste une stimulation du clitoris? Oui, parce que le vagin, il est archi puissant, genre il a ses propres parois parce qu'en fait, voilà. Ok, donc en fait, Attends, je formule le truc dans ma tête. Ok, donc le vagin, en fait, on croit que c'est un trou. Donc attends, comme ça, genre un trou comme ça, ok. Donc on croit que le pénis, il vient dedans comme ça. Mais en fait, pas du tout. Le vagin, c'est plutôt... on est plutôt sur un truc anatomique voluptueux. C'est plus une... tu vois que... Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... C'était pas... C'est très quoi. imagé. Voilà. Non, C'est pour vrai. ça qu'en fait, le bassin est extrêmement important dans les rapports. C'est pour ça que les filles ont dit, ouais, les marteaux-piqueurs. Oui, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire ça, genre, c'est rien parce que c'est pas un trou, mais comme ça a été très péjoratif pendant longtemps, le trou, machin, nanana, où genre les mecs qui faisaient croire que plus t'avais de partenaires, plus ton trou s'élargissait. Enfin, je sais pas si vous avez vu, voilà. Ça, c'est totalement faux déjà. Et de deux, c'est parce que, en fait, si on peut parler d'orgasme vaginal, enfin je sais que je suis peut-être le 1% en France qui croit encore, mais moi j'y crois parce que en fait les femmes qui expérimentent les orgasmes du vagin, elles savent que ça ne vient pas totalement du clitoris. En fait, le clitoris mesure 11 cm, donc on est en moyenne. Hein. On est sur une partie externe et une partie en effet interne. Et c'est vrai qu'en fait, le clitoris, en fait, c'est pas juste... c'est pas juste une partie anatomique comme ça. Ça a des racines. Donc oui, c'est vrai que tu vois, ça peut englober. Mais il y a aussi, par exemple, l'orgasme qui vient du col de l'utérus. C'est pour ça que la position de levrette est aussi connue, machin. C'est parce que ça va aller directement sur le col de l'utérus. Et du coup, le col de l'utérus peut procurer du plaisir aussi. Il y a l'orgasme anal aussi, par exemple, chez les femmes. Enfin, tu vois, en réalité, si on peut parler d'orgasme vaginal, parce qu'il y a des orgasmes qui ne viennent pas spécialement du clitoris. C'est le vagin qui va porter aussi un certain plaisir. Et en fait, c'est à force de dire « Ah non, il n'existe pas, ah non, il n'existe pas ». Et en fait, on calcule plus du tout le vagin. Et on s'est mis en tête que orgasme, clitoris externe, donc la masturbation plutôt sur le clitoris de manière comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, non, enfin, l'intérieur aussi a beaucoup de choses à faire, quoi, tu vois, donc voilà. Mais il est difficile à atteindre, entre guillemets, c'est parce qu'il n'y a aucune sexualisation vaginale de la part déjà des femmes seules dans leur vie. Quand elles se masturbent, il y a beaucoup de femmes qui diront qu'elles se masturbent comme ça, tu vois. Et pas en se doigtant elle-même ou etc. Parce que tout simplement, il y a le vagin, c'est pour les rapports. Donc en fait, comment tu veux que ton vagin dise ah je suis là pendant les rapports à deux si quand toi t'es seule, bah tu le calcules pas plus que ça et c'est voilà. Du coup déjà il y a cette partie où il y a un besoin de sexualiser à nouveau le vagin seul et puis il y a aussi un besoin de, je disais donc l'empowerment sexuel, de par exemple en missionnaire de bouger le bassin. Donc la femme aussi bouger son bassin pour aller voir à quelle densité, parce que c'est pas une question de vitesse, c'est une question de densité. Bah tu veux aller pour ton orgasme quoi. À quel point est-ce que toi tu remarques en tant que praticienne, sexologue, que ce que les gens disent ou assument de leur sexualité diffère de ce qu'ils font vraiment? Je pense à la masturbation pour les femmes, qui est un sujet qui est parfois difficile à assumer, mais également dans les pratiques sexuelles en couple, on parlait de la stimulation de la prostate, du BDSM. Est-ce que les gens mentent ou ont une forme un petit peu de parade, de façade en public par rapport à ce qu'ils font en privé? Totalement, bien sûr, parce que on n'est pas
quand on est face à notre groupe social, on n'est pas dans le même état que quand on est face à quelqu'un à poil et on se sent vulnérable. Déjà, le fait d'être à poil, c'est quelque chose d'assez vulnérable. Donc oui, bien sûr, je trouve que oui, les gens, de manière générale, vont embellir leur sexualité et ils vont embellir. Mais maintenant, avec la libération de la parole, bon, tu vois, avec la libération de la parole, les femmes osent plus dire quand c'était pas bien, parce qu'avant on disait toujours ouais c'était cool machin, alors que maintenant elles peuvent juger, elles ont un certain truc en mode oui non là j'ai préféré ça. Après moi je crois pas trop bon ou mauvais coup, je crois plutôt au qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans quel contexte vous étiez, est-ce que t'as communiqué, est-ce que t'as machin. Donc voilà, je crois pas trop bon mauvais coup, c'était incroyable, basé sur quoi, sur ton expérience personnelle, laquelle machin, enfin il y a tellement de trucs. Mais je pense de matching aussi peut-être, oui, juste des personnes. Totalement. Mais ça c'est ouf parce qu'il y a aussi ce côté alchimie dont on parle pas assez et n'importe quel sexologue peut rien y faire. Il y a un côté alchimie ou paf, mais ça se construit aussi bien sûr, donc voilà. Mais je pense en effet que les gens, oui, n'ont pas tendance à toujours dire la vérité en termes de cul, ouais. Quel est ton avis sur le sexe pendant les règles ? Parce que moi j'ai pu lire plusieurs fois des hommes qui disent « les règles c'est dégueulasse, cela ça sent pas bon ». Enfin... Je pense que c'est vraiment personnel, genre dans le sens où déjà avant que les hommes donnent leur avis, est-ce que les femmes sont à l'aise avec ça ? Est-ce que t'aimes ou pas faire des rapports ? Enfin, c'est tellement particulier, genre par exemple parfois tu peux détester les 3 premiers jours et puis d'un coup t'es horny en plein milieu de tes règles, tu vois, donc ça dépend aussi des hormones, de comment tu te sens, enfin ça dépend. Mais je pense que c'est un choix qui appartient du coup à la personne qui a ses règles, voilà. Du coup ça dépend de la personne, est-ce que elle est à l'aise ou pas, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes pas à l'aise, ça dépend aussi de ta relation au sang. Enfin, tu sais, il y a des gens qui ont, comment on appelle ça, hémétophobes ? Ouais, c'est un truc genre hématophobe ou un truc du genre. Ouais, ou c'est pas ceux qui ont peur du vomi, les hémétophobes ? Ah ouais. Ouais. Dernière fois que j'essaie de sortir ma science. Du coup, il y a un nom pour les phobiques du sang. Enfin, donc je peux comprendre. Je pense que c'est vraiment encore une question de matching. Est-ce que moi déjà qui ai mes règles, est-ce que j'ai envie ? Et toi, est-ce que t'es à l'aise avec ça ? Et puis il y a des petites techniques sous la douche et tout quoi. Il faut pas hygiéniser le sexe déjà. Enfin hygiéniser, ça aussi, je sais pas si ça se dit vers la fin là. J'invente des mots là, fait tout ça faire mal. Mais on stérilise trop le sexe. On n'est pas dans une salle d'op, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une salle d'op, on n'est pas dans un truc stérile. Le sexe, c'est pas propre. Enfin, je veux dire, tu transpires. Enfin, j'espère, tu vois, tu transpires. Tu fais des girouettes. Enfin, tu vois, tu fais plein de trucs. Tu vois, genre, bah oui, il y a du liquide séminal, il y a de la cyprine, il y a tellement de trucs, c'est pas glamour, enfin glamour, tu vois ce que je veux dire, c'est personnel déjà, tu vois, il y a des odeurs corporelles inévitables parce que voilà, les parties intimes, ça n'a pas une odeur de fleur de rose, enfin tu vois, c'est une odeur corporelle, voilà, après bien sûr ça sent pas bon, voilà, ça c'est tout pathologique, gynéco, machin, mais ce que je veux dire, l'odeur de base, elle est pas non plus aromatisée, tu vois ce que je veux dire, c'est une odeur de corps quoi, enfin voilà, ton nez il sent pas la rose, donc voilà, d'office ton vagin ou ton pénis non plus, donc je pense que voilà, il y a juste une odeur normale, mais cette odeur, elle est personnelle, etc. Mais donc je veux dire, il y a trop une stérilisation du sexe en mode oula, il y a un petit truc là, mais c'est normal. Et en fait, il faut se libérer de ce besoin de cadrer le sexe parce que c'est pas vraiment comme ça dans la réalité et c'est normal. Il y a des poils, enfin, à qui c'est pas arrivé d'être en plein sexe oral, il y a un petit poil comme ça et tout. Enfin, tu vois, ça c'est des trucs normaux, il faut les banaliser, tu vois, c'est hyper important, ouais. Ouais, puis même, tu vois, je pense que c'est des trucs, c'est bête, mais ça peut grave conduire au fait de. Enfin, rire pendant un rapport aussi. Ouais, ça, c'est grave un sujet, mais... Ouais. Moi, je me tape des barres, mais il y a des gens qui me tapent des barres. C'est génial, justement, important, tu vois. Ouais. Et il y a plein de gens, je sais que j'ai déjà plein de fois entendu des trucs genre, non, c'est un moment sérieux, etc. Ouais. Bah non, en fait, je suis grave d'accord avec toi, ouais. C'est hyper important de... Enfin, avant tout, c'est s'amuser aussi ensemble. Hein. C'est ça qu'on oublie aussi, c'est que, bien sûr, il y a tout un côté sexuel très politique, très politisé, etc. Mais il y a aussi... Au final, c'est un moment fun où tu t'amuses, où tu apprends. Et ça, le côté apprentissage est hyper important. Les gens oublient qu'on ne te demande pas d'être performant, performante. On te demande aussi de t'amuser avec ton corps, avec celui de l'autre s'il en a envie, etc. Mais c'est quand même un jeu aussi, c'est de la légèreté aussi. Donc, c'est quand même important. Ouais, je suis totalement d'accord. Rire pendant le sexe, je trouve ça totalement normal. Comment est-ce que tu expliques, ou du moins est-ce que tu peux plutôt nous expliquer le mythe ou pas de la femme fontaine ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? Mon sujet préf, ça. Alors la femme fontaine, ça voudrait qu'il y a un de urine mélangée avec de la cyprine, parce que clairement c'est ça, il y a quand même 1% d'urée. Mais du coup, c'est un truc impressionnant où du coup, plash, et on appelait ça femme fontaine. Alors, pas du tout, donc ça existe pas, c'est pas une catégorie de femmes qui a ça.
C'est juste que je pense que ça demande un énorme lâcher-prise, une énorme confiance en soi qui fait que pas tout le monde peut accéder à ça. Alors déjà, c'est quelque chose qui s'obtient, entre guillemets, je sais pas quel mot on pourrait dire, mais c'est quelque chose qui va se manifester durant un rapport si tu lâches prise énormément, parce que ça demande vraiment une relaxation musculaire qui ne peut être là que si tu es à l'aise. Et surtout, le femme fontaine, c'est encore un truc qui a été inventé pour exciter les hommes en mode, il y a une catégorie, tu vois, les petits challenges qu'on leur met, genre le point G, la femme fontaine, enfin tu sais, c'est vraiment, waouh, ta meuf, est-ce que c'est un Kinder Surprise ou pas, enfin tu vois, c'est vraiment ce côté-là Pokémon, catastrophique, ouais, où t'as des petits Mario Kart, tu vois, t'as des petits trucs à... Non, alors déjà non, c'est pas genre, oh, moi j'entends souvent des potes mecs, ouais, elle était femme fontaine. Oui, c'était une femme à l'aise qui a éjaculé. Voilà, c'est ça. Fontaine, ça veut rien dire. Fontaine, en fait, c'est le nom qu'on a donné parce qu'une fontaine, ça fait pchit, quoi. Mais ça n'a aucun rapport. En fait, il n'y a pas de point G, il y a une zone G qui, en effet, s'obtient qu'avec les doigts. C'est-à-dire que le pénis, quand même, quand il est dans un vagin, il est comme ça. Alors que les doigts peuvent se crocher. Donc, c'est vrai qu'en stimulant cette zone G, il n'y a pas un bouton magique. Pareil, le bouton magique, il existe vraiment pour mettre un petit challenge aux hommes, trouve le point, tu vois, alors que non, il n'y a pas de point. Enfin, voilà. C'est une zone stimulée que toutes les femmes ont sans aucune exception, qui fait que on pourrait éventuellement, du coup, avoir ce squirting qui est donc la conséquence de la stimulation prolongée de la zone G. Du coup, voilà. Et petit aparté, mais il faut que je le dise, parce que tout à l'heure on parlait de vagin avec toi, tu sais, le fait que l'organe vaginal, la zone G, c'est dans le vagin, tu vois, enfin par exemple, tu vois. Et pourquoi on a besoin de la sortir? Non, c'est dans le vagin, donc si tu as un organe via la zone G, c'est le vagin, tu vois. Donc voilà. Mais oui, bien sûr, les femmes fontaines, c'est un mythe. C'est encore le petit truc des défis et Mario Kart, comme je l'appelle. Mais non, toutes les femmes ont la possibilité. Il y en a qui ont du plaisir quand il y a du squirting. Il y en a pas du tout. Donc en réalité, c'est très personnel. Et il faut bien différencier le squirting, donc le jet de cyprine mélangé avec un petit peu d'urée qui va sortir en forme de jet, et l'éjaculation féminine qui est plutôt blanchâtre et que c'est plutôt vraiment une vraie éjaculation qui coule entre les lèvres et pas du tout en... Tu vois. Et alors la taille, ça compte? De quoi? La taille du pénis. Ah, c'est la taille du pénis. Oula, bonjour d'abord. Alors, c'est une question très très intéressante parce qu'elle est très compliquée. Alors je dirais non, ça compte pas. Ça dépend. Il y a une balance quand même dans le sexe, tu vois. Donc je dirais oui et non. Enfin, donc est-ce que ça dépend aussi des matchings? Ça veut dire que un pénis dans le vagin d'une certaine personne, il va être grand, et dans un autre, ça dépend aussi des corps. Donc je pense que ça dépend de avec qui on est en train de coucher là maintenant. Donc je pense que il y a un côté aussi aléatoire, et gros pour moi n'est pas gros pour toi ou gros pour toi. Donc ça dépend aussi de quoi. Mais je pense que non, je pense que la sexualité, c'est multifactoriel. On ne peut de toute façon pas faire reposer un bien-être et un plaisir sexuel sur un facteur. Donc, dans tous les cas, je dirais non. Merci Amal. Merci Maxime. Merci Karine.